Aïe, aïe, aïe. Vous faites quoi à la Saint-Valentin ? Vous pourriez me donner une idée après l'émission là ? Non, mais vous faites quoi à la Saint-Valentin ? Je vais tout simplement avec ma femme et peut-être même avec ma fille et mon gendre et ma petite fille faire un repas de famille. Alors ça sera le soir parce que visiblement à midi, mon petit doigt m'a dit que vous alliez déjeuner avec deux vieux copains, Juan Martinez, le maire de Bellegarde, et Olivier Gaillard, vice-président département. Et si votre petit doigt vous a tout dit, comme on m'a invité à déjeuner avec mes deux amis, j'ai dit que je porterai des fleurs. Que vous êtes romantique. Alors, ça va être des retrouvailles, ça fait longtemps que vous n'avez pas déjeuné tous les trois. Ça va me faire plaisir d'aller manger tous les trois au restaurant. Et oui. Et quel sujet donc vous allez aborder pendant ce repas ? Peut-être la gestion du conseil départemental. En tant qu'ancien président, quel regard portez-vous sur les premiers pas de Françoise Laurent-Périgot ? Quel regard je porte ? Vous savez, chaque fois que vous avez un changement de personne sur un poste, quel que soit le poste, d'ailleurs y compris à la présidence du département, chacun arrive avec sa méthodologie, sa sensibilité, sa façon d'aborder les dossiers, sa façon de regarder et de travailler. Françoise a peut-être une façon différente de la mienne de travail, de méthodologie. C'est-à-dire, c'est laquelle sa façon ? Mais dans le fond, on est toujours sur les mêmes dossiers. Moi, lundi matin, par exemple, pour vous parler d'un sujet très récent, c'était lundi matin, on a eu une réunion du groupe socialiste au département. Mm-hmm. C'était sur le schéma des solidarités. Mm-hmm. J'ai retrouvé dans tout ce qui est fait par le département aujourd'hui ce que je pense moi, ce que je défends moi. D'ailleurs, je me suis exprimé sur ce dossier pour dire que c'est une bonne chose. Je veux dire, quand on veut écrire un schéma des solidarités, on peut faire du copier-coller avec l'ancien et on reprend, on actualise quelques chiffres. Là, on est parti pour faire une large concertation des usagers. Elle concerte plus que vous ? Voilà. Non, pas plus que moi, mais je prends cet exemple-là, c'est celui qui est récent, qui est de ce lundi-là, et je dis, on est bien dans une politique qui continue, la politique qui était menée depuis des années, et on est bien dans une continuité. Au-delà des schémas, est-ce qu'il y a des grands projets départementaux qui ont été mis sur la table ? Oui, après on a parlé en majorité, vous voulez que je vous raconte mon lundi, vous Après on a parlé en majorité du dossier de Méjeanne Leclap. Si je prends cet exemple-là aussi, le dossier de Méjeanne Leclap, c'est un dossier que j'ai jamais conduit, que je n'ai pas conduit. Mais par contre, je suis allé à Méjeanne Leclap. C'était dans son programme, c'était son idée. Je suis allé plusieurs fois à Méjeanne Leclap. Les hébergements sont vétustes, les équipements sportifs ont besoin un petit peu de relooker. Il faut investir fortement dans cet outil-là, parce que c'est un outil départemental. Il faut faire en sorte qu'il soit accessible à les écoles de ce département, mais aussi peut-être à des services sociaux du département qui peuvent envoyer là-bas des enfants se ressourcer pendant une semaine, parce que c'est quand même agréable avec les équipements sportifs qu'il y a. Et derrière ça, il y a en perspective les Jeux Olympiques de 2024, où on a candidaté. On est retenu. Je crois qu'on peut, dans ce projet de Méjeanne Leclap, profiter de l'impact des Jeux Olympiques et profiter derrière d'un réaménagement de ce site de façon à en faire. Il a 50 ans, ce site, il a besoin d'un reloucage. Mais donc, en somme, pour vous, Françoise Laurent-Périgot vous a bien succédé et elle a de vraies idées. C'est ce que vous dites ce soir. Si je prends ces deux exemples, je veux dire, c'était dans son projet, dans son programme, et c'est de belles choses. Voilà, oui. Parce que moi, j'entends qu'elle ne communique pas trop, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe au conseil départemental. Vous communiquez beaucoup plus. Quel regard vous portez sur ce style ? Moi, j'avais la chance de vous connaître, de connaître votre collègue, de connaître Abdel, de connaître les journalistes de Midi Libre. Après, je l'ai dit, c'est chacun sa sensibilité, mais chacun sa technique. Est-ce que vous lui parlez, est-ce que vous lui dites, bon, Françoise, peut-être il faudrait que tu communiques un peu plus pour continuer à incarner le département ? Mais vous savez, Françoise Laurent-Périgot est là parce que c'est moi qui ai souhaité qu'elle y soit. Quand j'ai été élu sénateur, je lui ai dit, Françoise, il faut que tu prennes ma succession. C'était compliqué, on était encore dans une majorité relative. Bon, donc vous ne la conseillez pas vous la laissez. Vous croyez qu'elle a besoin de moi, elle a une expérience qui est aussi bonne que la mienne, sinon plus quand même. Alors, au-delà du fait que Françoise Laurent-Périgot vous a bien succédé, c'est ce que vous nous dites ce soir, vous n'êtes pas d'accord sur tout. Sur quoi je ne suis pas d'accord ? Sur le rapprochement de la Semiga et Grand Delta. Vous avez voté contre. Je ne sais pas, on doit voter. On va remettre les... Alors j'habitude, je dis l'église, mais on va remettre la mairie au centre du village. C'est plus joli. Oui, il doit y avoir 150, 120 ou 150 rapports par commission. Ouais. Je ne sais pas combien on a fait de commissions depuis que Françoise est arrivée. Il y en a un où j'ai voté contre. Je sais de quoi vous me parlez. Vous me parlez du rapport de la Semiga. C'est le seul où j'ai voté contre. Et pourquoi j'ai voté contre ? Parce que je pense que la Semiga est un bel outil de production de logements sociaux.
On a un problème de logements sociaux dans ce département. On avait la possibilité, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la loi qui oblige la CEMIGA à se rapprocher d'un autre organisme pour pouvoir continuer à fonctionner. De logements restreints on aurait pu faire une structure coopérative entre Habitat du Gard et la CEMIGA. Et votre idée aurait apporté un plus aux locataires qui nous regardent peut-être ce soir? Ça n'aurait rien apporté de plus. Ça a apporté simplement à la politique départementale d'avoir ces deux outils qui travaillent ensemble. Là, on aura deux outils qui seront toujours... C'est une forme de patriotisme gardois, en fait. Voilà, oui, c'était pas... Mais ça ne va rien changer pour les locataires au quotidien. Mais je ne pouvais pas faire différemment que de voter contre ce rapport, même si ça me gênait de voter contre. Quand même. Allez, dans quelques instants, Coralie, je vous redonne la parole. En plus, j'étais seul. Est-ce que j'avais vraiment raison? En tout cas, dans quelques instants, on va parler du Sénat et on parlera bien évidemment de la présidentielle et des législatives. On va donner la parole pour le moment à Laurence qui a une question pour vous, Monsieur Boide. Ma question, Ali. Vous avez votre carrière politique est merveilleuse. Vous avez été plus de 25 ans maire d'une commune. Vous avez été plus de 16 ans au Conseil général. 2004, oui. C'est ça à peu près, 4 ans président. J'ai appris ma leçon. Bien fait ses devoirs. 5 et demi, ne m'enlevez pas quelques mois quand même. 4 ans alors, c'est de mémoire. Donc c'est un bel aboutissement politique, c'est de carrière, c'est très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes sénateur. Pour vous, le Sénat, est-ce que c'est utile? J'ai l'habitude de répondre aux questions qui me sont posées du fond du cœur. Je vous avoue que quand on a fait 25 ou 28 ans de maire d'une commune, même si c'est une petite commune, tu décides, tu coupes, tu tranches, tu proposes, tu gères. Et c'est dans le concret, là, ça se voit ce que tu fais, y compris quand tu fais une rue qui empoisonne tous les commerçants au quotidien. Quand tu as été conseiller départemental et que tu as occupé les différentes fonctions que j'ai occupées en tant que vice-président, y compris du temps de Damien Allary, quand tu as été président d'Habitat du Gard, quand tu as été enfin président du département où tu as 1 milliard de budget, où il y a 3200 agents qui travaillent, où il y a toutes les structures parallèles que tu finances et qui fonctionnent. Je pense aux EHPAD, je pense aux maisons à caractère social, à toutes ces structures-là. Je vais vous faire un aveu. Les premiers mois au Sénat, je me suis dit, mais tu fais quoi là? Tu t'es trompé de voie là. À mon âge, tu as manqué la gare complètement. Je vous avoue qu'il m'a fallu 4 ou 5 mois pour sortir de ma tête un petit peu le concret, la problématique du quotidien, comment je fais pour améliorer le quotidien d'un certain nombre de la vie des gens. Et tu te retrouves là avec des textes de loi que tu amendes, certes tu fais des fois avancer un petit peu les choses dans le bon sens, mais tu n'es pas dans du concret du quotidien. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même réponse. D'accord. Aujourd'hui, j'ai du plaisir à être au Sénat parce que j'ai pris le rythme, voilà, parce qu'il fallait sortir de sa tête le département et prendre sa tête de sénateur. Aujourd'hui, ça m'a complètement passé, je suis très bien au Sénat. Voilà. Non, parce que les gens pensent beaucoup que c'est une chambre d'enregistrement. Alors c'est d'autant plus de chambre d'enregistrement qu'on est 65 sénateurs socialistes. Donc j'aime autant vous dire que nous n'avons pas la majorité de loin. Mais quand même on arrive à faire changer les lignes parfois sur un certain nombre de dossiers. Je pensais que Laurence allait vous dire que c'était la retraite. Non, pas du tout. Si c'est une retraite, non, mais je ne pense pas que c'était dans cet esprit-là que vous l'avez posé. C'était pas du tout ça. C'était pas dans cet esprit que vous l'avez posé. Je suis allé trop loin dans votre pensée. C'est pour ça que je vous... Dans quelques années, on en reparlera. C'est pour ça que je vous ai répondu du fond du cœur, parce que je n'avais pas pris la question comme ça. Elle n'était pas. Julien, c'est à vous. Votre question à M. Boide. Oui, alors la question... C'est une question embarrassante quand même, parce que je suis obligé d'avouer des trucs qui sont particuliers quand même. Et du coup, ma question est un peu du même ordre. Julien, par habitude, j'ai 2 fois la même réponse quand même. Je vais la poser autrement. Rassurez-vous. Je vais la retracer sur un cadre un peu plus large, mais vous savez, j'ai une marotte qui est celle de la réforme de nos institutions et surtout de la meilleure représentation des idées de nos compatriotes, parce qu'on est dans un système institutionnel où vous votez pour le président, derrière vous votez pour une assemblée à qui on demande d'être conforme à la volonté du président, et derrière il se passe finalement un gouvernement du président.
Et vous soutenez une candidate, Anne Hidalgo, qui est pour le coup assez... il y a très peu de points dans son programme avec lesquels je suis d'accord, je suis navré de vous le dire. Mais avec votre gestion du département, c'était peut-être plus facile. Mais avec son programme présidentiel, c'était plus compliqué. On peut en parler. De votre gestion du département. On va parler des deux, si vous D'accord, voulez. ok. Alors, je vais au but simplement pour dire, elle a prévu donc d'inverser le calendrier législatif et présidentiel, c'est-à-dire de faire voter pour les députés avant l'élection présidentielle. Elle a prévu de réduire le pouvoir du président, lui mettant en face donc cette assemblée qui ne serait pas une assemblée godillot et qui plus est élue par parti à la proportionnelle. Alors moi, je voulais vous demander si ça n'aurait pas du sens d'aller un petit peu plus loin et de faire en sorte que le Sénat représente les territoires, mais les habitants des territoires, pas uniquement les élus, en étant élus au suffrage universel direct. Est-ce que du coup, vous retrouveriez un peu de peps pour ce mandat sénatorial ? Deux choses. Il y a deux questions, ou il y a même trois questions dans votre interrogation. Premièrement, je vous rappelle que c'est Jospin qui a inversé le calendrier. Avec Chirac, ils étaient d'accord tous les deux. Ça passait forcément une merveille. Mais bon, passons là-dessus. C'est vrai. Ceci dit, à partir du moment où les Français ont élu un président de la République, quel qu'il soit, ils lui accordent naturellement une majorité derrière. Chaque fois, elle a été un peu godillot quand même. Il y a toujours eu un ras-de-marée qui a fait qu'on en est là. Ce n'est pas un reproche que je fais aux députés actuels. Je veux dire, c'est la démocratie. C'est comme ça. On ne va pas changer les choses. Ouais, c'est une forme de démocratie. On se retrouve avec une majorité à l'Assemblée nationale, qui est forcément une majorité énorme, qui fait que le gouvernement a tous les pouvoirs, là, quand même. Exactement. Voilà. Et vous vous retrouvez, alors la question c'était le Sénat, vous vous retrouvez avec un Sénat qui est en mode d'élection tous les 3 ans, renouvelable tous les 3 ans par moitié, avec des gens qui sont élus par ce qu'on appelle des grands électeurs. Enfin, je ne sais pas si on les appelle grands électeurs, mais je veux dire, ce sont des élus, des collectivités territoriales qui votent pour ses représentants. Le Sénat, c'est quand même le contre-pouvoir un petit peu de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est quand même le mode d'élection, le mode de renouvellement fait que nous ne sommes pas toujours dans des majorités écrasantes, qu'elles soient dans un sens ou dans l'autre. C'est vrai. Et encore qu'il y a peu d'alternance au Sénat. Mais bon, ça, c'est un autre débat encore. Donc, il peut y avoir plus de discussions. Il y a des discussions, mais des discussions je dirais, qui sont plus des discussions amendement par amendement. Sur la loi, on va au fond de la loi et on voit ce qui peut être amélioré. Après, nous sommes quand même le représentant des collectivités territoriales. Ouais. Elles en ont besoin encore ? Mais je pense bien qu'elles en ont besoin plus que jamais. Avec l'Association des maires de France, vous savez, avec... Si on regardait... Oui, je suis d'accord avec vous. Association, vous avez dit. Pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Association, c'est bien ça représente bien ce que j'ai à vous dire. Oui, mais ça a du poids politiquement. Voilà. Ça a du poids politiquement. Tant que le Sénat. Mais regardez la loi 3DS. S'il n'y avait pas eu le Sénat, l'eau, l'assainissement basculait à l'intercommunalité, un certain nombre de dispositions basculaient dans l'intercommunalité. Les routes nationales, c'était... Je ne dis pas que le Sénat sert à rien, je dis est-ce que ça ne serait pas mieux si vous pouviez directement représenter les Français, les habitants de ces si je prends cet exemple-là, on a permis au Sénat de faire un certain nombre d'amendements qui ont après été retenus en commission mixte paritaire et qui aujourd'hui font qu'on a un petit peu défendu les collectivités territoriales qui étaient réticentes. Coralie, on arrive au bout de notre entretien. Coralie, 2-3 questions rapidement. Je veux bien répondre vite, mais il pose 3 questions en même temps. Donc, c'est pas sa faute. En parlant d'amendements, vous en avez déposé, et c'est important pour les gens qui nous regardent, parce que le Gardois et les agriculteurs sont touchés par les aléas du climat. Vous avez voté l'assurance récolte, elle a été adoptée mardi. Très concrètement, comment ça va marcher aujourd'hui pour les agriculteurs du Gard ? Dans ce dossier, je suis chef de file de mon groupe. Pourquoi ? Parce que j'avais un certain nombre d'expériences dans ce domaine-là, et c'est pour ça qu'ils m'ont désigné. Notamment dans votre profession. Dès le gel du mois d'avril, j'ai demandé au ministre Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, et je lui ai dit, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'ont besoin les agriculteurs, c'est... Alors aujourd'hui, on est sur une fusée à 3 étages. Moi, je disais, on a besoin d'un taux de franchise qui soit acceptable et des subventions européennes qui soient montées à 70%. Mais concrètement, cette loi, comment elle va fonctionner ? Cette loi, ça veut dire, écoutez bien ce que j'ai demandé, et c'est ce qui sort de la loi, c'est pour ça que je vous le dis. D'accord. J'ai demandé à ceux qui ont un taux de franchise pour les pertes de récolte de 20% et un taux de subvention de la prime d'assurance de 70%. C'est ce qui est dans la loi. J'ai demandé à ceux qui ont un pool d'assureurs, parce que nous avons 2 assureurs historiques pour ne pas les nommer, alors on peut les nommer quand même, Groupama et le Crédit Agricole qui sont des assureurs historiques, et après il y a toute une quantité d'autres assureurs qui sont là qui apportent. Si on fait un pool de réassurance, ça veut dire que tout le monde va dans ce pool apporter ses propres contrats avec son propre tarif, mais il y aura un tarif technique au départ. Il y aura juste Ce sera moins cher parce qu'on sait la problématique des agriculteurs, c'est que c'est cher, c'est très cher. La problématique, ça permettra d'avoir toutes les productions, quelles qu'elles soient, qui soient assurables. Aujourd'hui, on a un problème sur l'arboriculture
l'agriculture. Quand on est arboriculteur, on ne peut pas assurer ses récoltes. C'est une bonne nouvelle. C'était trop cher. Et on a un les troisième. agriculteurs. Et on avait, dans ce que j'avais proposé à l'époque au mois d'avril, je disais qu'il fallait une réassurance d'État. Donc on a mis un troisième volet qui est en définitive, au-delà d'un certain seuil, c'est l'État qui paye. Donc c'est quand même quelque chose auquel je tenais parce que regardez les agriculteurs, les viticulteurs qui ont perdu. On parle du gel de cette année, mais on ne parle pas de ceux qui ont été gelés l'année d'avant. Ou la sécheresse. Ou la sécheresse, ou les inondations, ou le trop d'eau, le manque d'eau, etc. Allez, on y va. Monsieur Boide, sur les législatives, un mot, Coralie, peut-être. Allez, 2 petites questions rapides. Je vais vous faire un aveu sur les législatives, je ne suis pas candidat. On s'en serait douté. Si c'est on ne la peut question. pas encore être membre du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le vice-président Martin Delors veut se présenter aux législatives sur la 5e circonscription. On saura ce soir s'il a été choisi ou pas par les militants socialistes. Est-ce que c'est un bon candidat pour vous ? Premièrement, il y a 6 circonscriptions. Non, mais là, je vous parle de la 5. Après, je vous parlerai de la 1. Mais... On peut parler de tout en même temps, ce n'est pas un problème pour moi. Et je peux parler de Martin Delors, ce n'est pas une difficulté pour moi non plus. Vous le soutenez ou pas ? On va avoir une élection présidentielle. Donc déjà, ce sera un premier point. On va voir comment finit Anne Hidalgo là au milieu, que je soutiens, mais manifestement, elle a un petit peu des difficultés. Un peu beaucoup. Mais on va peut-être retrouver les socialistes quand même à un moment ou à un autre. Chez Macron, peut-être. Derrière ça, on va avoir des désignations des candidats. Ce soir, les candidats sont désignés par les militants du Parti socialiste. À l'issue de l'élection de ce soir, c'est pas parce qu'on sera désigné par les socialistes. Moi, je considère aujourd'hui que si demain, face à Macron, face aux Républicains... Mais ma question, c'était pas ça. C'était est-ce que Martin Delors est un bon candidat ? Et n'oublions pas le Front National dans ce département. Moi, j'ai un adversaire d'abord, c'est le Front National. Après, les autres, ce sont des concurrents. Bon, derrière ça, mais derrière Martin Delors, il va falloir qu'on ait une discussion avec nos amis communistes, avec nos amis verts, pour savoir qui est le meilleur candidat dans quel territoire. Chez les socialistes, est-ce que Martin Delors, sur la 5e, est un bon candidat ? Si c'est Martin Delors qui est désigné sur la 5e, je soutiendrai. Alors, Coralie a une question plus précise à vous poser, mais je vais vous la poser du coup. Sur la première circonscription, est-ce que vous soutiendrez le candidat du Parti socialiste ou Françoise Dumas, votre amie ? Vous aviez fait un certain choix il y a 5 ans. Courageux. Non, mais ça, vous avez l'oubliez fait le choix. Ah non, mais Abdel, dites courageux. Ça sera compliqué en tout cas pour vous de ne pas soutenir François Dumas. Je suis allé soutenir Marie-Sarah contre Collard. On n'était pas nombreux autour de moi. Ni à gauche, ni à droite d'ailleurs. Mais bon, ceci dit, François Dumas... Yvan Lachaud, il me semble. Hein ? Yvan Lachaud y était, non ? Pas le jour qu'il y avait pas le même jour, mais il était allé. Enfin, voilà, non, le jour qu'il y avait Édouard Philippe, on ne s'est pas marché dessus quand même. Mais bon, moi j'y étais, je ne le regrette pas. Nous aussi. Et du coup, Françoise Dumas. François de Dumas, c'est mon ami, ça reste mon ami, j'étais encore avec elle. Vous la soutiendrez sur la première ? Je la soutiendrai au second tour sans aucune difficulté. Si elle est au second tour. Et enfin, un dernier mot sur la 2e circonscription, Cathy Guyot, bonne candidate ? Alors là, on est sur une circonscription un petit peu compliquée. Je lis vos indiscrétions le dimanche matin. On apprend des choses avec vous quand même, c'est intéressant. Tiens d'ailleurs, vous trouvez que c'est pas mal le département de Quissac ? Ou vous préférez qu'on garde le département du Gard ? Ne m'embêtez pas, je vous parle de Cathy Guyot. C'est vous qui me lancez sur les indiscrétions. Vous voulez que je sois rapide et vous me lancez des tas de trucs là. La 2e. J'ai découvert que peut-être on aurait un candidat contre Maisonnet. La 2e quand même. J'ai dit que j'avais soutenu Marie-Sarah à l'époque. On est là sur une circo où on fait 50% d'électeurs qui votent au Front National quand même. Ouais. Alors on ne sait pas le taux de participation qu'il y a. Parce mais que quelle là doit aussi, être la stratégie de la gauche là, sur cette si on a circonscription ? 2 candidats là, un Macron, un Zemmour, il y a une opportunité. Il y a peut-être une porte qui s'ouvre. Derrière pas qui ? Macron et Zemmour, un Le Pen-Zemmour, vous voulez dire ? Zemmour-Le Pen, oui, Maisonnet. Vous avez dit Macron face à Zemmour. Je dis Macron, pardon, oui. Excusez-moi, Maisonnet, Zemmour. Là, il y a une opportunité qui s'ouvre peut-être un petit peu à nous, parce qu'on peut se retrouver sur une triangulaire, on peut se reprendre, il y a tous les scénarios qui sont possibles. Vous avez du mal à répondre aux questions. Est-ce que la gauche peut se retrouver derrière Cathy Guyot ? C'est pas compliqué ? Oui, pourquoi pas ? Oui, Cathy Guyot. Elle, vous la soutiendrez ? Mais je la soutiendrai, bien sûr que je vais la soutenir. Mais je l'ai tout le temps soutenu, Cathy, oui.